C'est l'heure d'Eden Info, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition. Les grandes articulations, c'est tout de suite. Nous parlerons dans ce journal des réformes en cours à l'université d'Abomey-Calavi annoncées au début de l'année académique 2016-2017. Pour fonder un foyer, je veux dire le mariage, il est nécessaire de faire des examens prénuptiaux. Quelles sont ces analyses? Les spécialistes nous en diront plus. C'est le jour très attendu pour les Américains. Ce 8 novembre, ils sont allés voter pour élire le président. Les détails dans un instant. C'est tout pour les titres. Merci de nous préférer à la rentrée inaugurale du 7 octobre dernier à l'université d'Abomey-Calavi. Des réformes ont été annoncées. Au nombre de ces réformes, la division en deux entités de l'ancienne faculté des lettres, arts et sciences humaines et l'étude des dossiers pour le recrutement des nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, ces réformes sont mises en exécution. Qu'en est-il réellement et quelles en sont les implications pour les étudiants? Reportage. La flash ne sera plus la grande flash. C'est une décision discutée déjà depuis fort longtemps avec les collègues de la flash. La flash va s'éclater en instituts de plus en plus spécialisés. Ainsi s'exprimait le vendredi 7 octobre dernier à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Brice Saint-Saint. Cette volonté clairement affichée a été soutenue par le gouvernement. C'est par décision gouvernementale que la flash a été scindée en deux facultés autonomes. Par arrêté numéro 731 et arrêté numéro 732, la flash a été scindée. L'arrêté 731 a créé une nouvelle faculté qu'on appelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Et l'arrêté 732 a créé la faculté des sciences humaines et sociales. Il y a deux instituts qui ont été créés, à savoir l'Institut de géographie et d'aménagement du territoire, l'Institut des arts, et ça s'appelle IMAC. Donc en réalité, la flash actuellement est scindée en 4 entités autonomes et 2 entités non autonomes sont en train d'être créées et les dossiers se trouvent au niveau de notre ministère, à savoir le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mais cette réforme est confrontée aux problèmes d'infrastructure et à l'éternel problème de manque d'enseignants de qualité. Toutes les deux facultés et les instituts sont donc logés dans les locaux qui abritaient la grande flash. Dans le même temps, une autre réforme concernant le recrutement des étudiants dans les facultés fait débat. Nous avons un taux d'encadrement le plus fort, un enseignant pour 1000 voire 2000 étudiants. Ce qui nécessite naturellement que pour que les étudiants travaillent dans de très bonnes conditions, que on essaie de régler la question du taux d'encadrement. Résoudre la question du taux d'encadrement suppose donc qu'on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Chaque département donc a élaboré des critères spécifiques. Et c'est ces critères-là que nous allons appliquer. Au premier abord, nous recevons tous les dossiers. Et on fait le tamis. Que deviendront donc les bacheliers qui, au terme de l'étude de dossier, ne seront pas autorisés à s'inscrire? Seul le gouvernement peut répondre à cette question, nous a déclaré le professeur Flavien Gbetto, doyen de la nouvelle faculté des lettres, langues, arts et communication. Un reportage de Laurent Tonekes et Fréjus Fiossi qui porte la voix de Fréjus Seoulan. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en partenariat avec le gouvernement béninois, a organisé pendant 2 jours un séminaire sur les politiques publiques de jeunesse et la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent chez les jeunes. Le dit atelier a démarré ce lundi et a pris fin ce jour 8 novembre 2016. Une vingtaine de pays africains ont pris part à cet atelier de formation.
Des opérations de contrôle anti-pollution démarrent cette semaine. Il s'agit des contrôles de réglage des moteurs et de pots d'échappement. L'objectif est de limiter la pollution de l'air par les fumées de moteurs responsables en partie du réchauffement climatique. Voici les précisions dans ce reportage de Corneille Aïssa. La pollution de l'air par les gaz d'échappement aggrave les effets du réchauffement climatique au Bénin. La fumée dégagée par les pots d'échappement renferme des quantités importantes de monoxyde de carbone, du dioxyde d'azote et des particules d'hydrogène qui se concentrent dans l'atmosphère, dégradant ainsi la qualité de l'air respiré, surtout à Cotonou, le plus grand centre urbain du pays. La pollution atmosphérique, généralement, c'est la pollution atmosphérique due au transport. Et c'est ça qui est la partie la plus importante de cette pollution atmosphérique. Donc, il serait important que chacun de nous fassions un effort au moins pour l'entretien et la maintenance de nos moyens de déplacement. Une étude réalisée en 2013 dans les plus grandes villes du Bénin, à savoir Cotonou, Porto-Novo et Parakou, sur le taux d'émission du monoxyde de carbone et des hydrocarbures révèle que sur plus de 14 000 véhicules contrôlés, 54,5% sont pollueurs. Face à cette situation, les autorités béninoises ont pris plusieurs dispositions. Vous avez une moto à 4 ans aujourd'hui, le gouvernement ne perçoit rien comme taxe en ce qui concerne ces motos pour encourager nos compatriotes, nos citoyens à avoir des motos à 4 ans. En dehors de ces motos à 4 ans, nous avons pris des mesures en ce qui concerne les véhicules à peau catalytique. Vous ne pouvez pas importer au Bénin des véhicules qui ne sont pas munis de peau catalytique. En dehors des véhicules à peau catalytique, le gouvernement a pris d'autres mesures. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer depuis 2003 des véhicules qui ont plus de 10 ans, si c'est des légers, et qui ont plus de 13 ans, si c'est des poids lourds. Malgré ces mesures et toutes les sensibilisations, les fumées de moteurs continuent de polluer l'air au Bénin avec beaucoup de risques sur la santé de la population. D'où la prise des mesures coercitives par des opérations de contrôle-réglage qui démarrent ce mois de novembre. Cette pollution atmosphérique crée beaucoup de dommages à la santé des populations que nous sommes et à l'environnement aussi. Et pour ce faire, et comme la loi exige le contrôle, exige même des punitions par rapport à ça, et comme nul n'est censé ignorer la loi, alors il faut appliquer les tests pour que nous puissions, n'est-ce pas, respirer de l'air pur. La loi prévoit que si vous avez une moto, donc 2 roues ou 3 roues, donc il s'agit des cylindres supérieurs à 100 mètres cubes, inférieurs à 100 mètres cubes et supérieurs à 100 mètres cubes, donc 2 roues et 3 roues, vous payez 10 000 francs. Quand vous êtes dans un véhicule léger, personnel, vous êtes à 20 000 francs. Quand vous êtes taxi, vous êtes à 25 000 francs et pour les poids lourds, vous êtes à 35 000 francs. Combattre la pollution de l'air, c'est contribuer à lutter contre le réchauffement climatique, un problème environnemental d'ordre mondial. Parlons à présent des examens prénuptiaux. Les Béninois ne sont pas vraiment habitués avant le mariage, qui est un rêve d'adolescent ou de jeune homme. Le mariage est finalement une institution dont la fondation nécessite des préalables comme les examens prénuptiaux. Mais quelles sont ces analyses, que signifient-elles et quels sont leurs impacts sur le mariage? Élément de réponse avec Fréjus Serlan et Denis Maroya. Groupage sanguin, facteur Rhésus, sérologie chlamydier, ce sont entre autres quelques examens prénuptiaux auxquels sont généralement soumises les personnes désireuses de convoler en juste noces. Une exigence du législateur est inscrite dans l'article 127 du Code des personnes et de la famille. Mais la liste des tests médicaux prénuptiaux n'est pas exhaustive et sa composition est laissée à la discrétion du médecin. Le dépistage de la syphilis, par exemple, qui est une maladie qui auparavant était une maladie assez grave et qui était contagieuse. Cet examen est conseillé et lorsque l'un des conjoints est atteint, on peut le traiter. Le traitement est assez simple et accessible. Voilà. Après à part la syphilis, il y a les maladies virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, qui sont également à dépister chez les conjoints, puisqu'il y a des mesures préventives. Les demandes d'analyse faites, elles seront confiées à un laborantin. C'est ici que nous découvrirons le processus de leur réalisation. Nous sommes à Décombré dans un laboratoire d'analyse biomédicale qui a accepté de nous les révéler. Pour le spermogramme,
Nous déposons la lame sur la platine, nous faisons la mise au point et le biologiste qui est chargé de faire l'examen voit si entre-temps il y a la présence des spermatozoïdes dans l'échantillon. Quel type de spermatozoïdes? Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce que c'est des spermatozoïdes avec des malformations? Est-ce qu'ils sont viables? Est-ce qu'ils peuvent féconder un ovule? Les durées des examens prénuptiaux varient d'une analyse à une autre. Au bout d'une semaine pour les plus longues, les résultats sont mis à la disposition du médecin pour un but précis. C'est un but d'abord de dépistage de ces affections, de traitement, parce que certaines maladies sont curables. Et ensuite, quand vous pensez à votre descendance, dans le cadre de la drépanocytose, vous savez qu'il y a des mesures préventives. Si vous êtes AS, votre conjointe est AS, il faut savoir qu'il y a une mesure préventive. Si nous nous mettons ensemble, il y a probabilité, il y a risque d'avoir des enfants drépanocytaires. Or, vous pouvez en amont éviter ça sur le plan médical. Autant les examens prénuptiaux renforcent les liens des personnes engagées dans un processus de mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. J'ai connu 2 couples chez qui nous avons, après la réalisation de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons découvert qu'ils étaient porteurs de traits. Mais la sensibilisation, tous les conseils que nous avons apportés par rapport au risque d'avoir un enfant drépanocytaire n'a pas modifié leur entrain. Bon, ils se sont engagés et puis se sont mariés. L'un d'entre eux a malheureusement, au cours de la première grossesse, eu un enfant qui était drépanocytaire. Certains arrivent quand même à surmonter cet amour idyllique et se disent, bon, il vaut mieux se séparer et pour ne pas avoir à vivre un cauchemar par la suite. Il ne tient alors qu'à chaque couple de faire un choix judicieux en la matière. En interactualité, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est en visite ce lundi à Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire pour rassurer son homologue Ouattara sur la sécurité dans son pays et attirer les donateurs et bailleurs de fonds. Il a également rencontré les dirigeants de la Banque africaine de développement BAD pour leur présenter un programme intégré afin de relever le chaos économique causé par une longue série de massacres communautaires après le renversement en 2013 de François Bozizé, suivant un extrait des déclarations des 2 présidents. La crise que la République africaine a connue et qu'on a voulu transformer en une crise confessionnelle est d'abord un problème de sous-développement. Et donc, avec, disons, l'apport de certains partenaires, ça pourrait nous aider à régler, disons, ce problème, à aider aussi au relèvement du peuple centrafricain. La France a décidé de retirer donc la Sangaris, mais nous a rassuré que 200 à 350 hommes resteraient en Centrafrique, qui appuierait donc la MINUSCA. La République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu une crise pendant de nombreuses années. Et donc, ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. La Sierra Leone a commémoré avec 3 minutes de silence la fin de l'épidémie d'Ebola déclarée il y a 1 an dans les 3 pays les plus durement touchés par la crise de l'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. De nouveaux cas sont apparus après la déclaration de fin de l'épidémie. Suivons cet extrait pour mieux nous en convaincre. As we restored basic health services, alors que nous avons restauré les services de santé et gardé le nombre de cas d'Ebola à 0, nous avons pris les mesures pour créer un filet de protection pour les plus vulnérables de la société, y compris les survivants d'Ebola. Nous avons également alloué des ressources au secteur des affaires, débutant le processus pour redémarrer ce moteur indispensable à la croissance économique. Une évaluation indépendante a montré que la première phase de notre programme de reprise a été un grand succès.
Aujourd'hui, alors que nous nous arrêtons à nouveau pour nous souvenir des milliers de Sierra-Léonais qui ont perdu la vie à cause d'Ebola, nous devons aussi nous souvenir du sentiment d'unité nationale que nous avons découvert au cours de cette période. Au Soudan du Sud, au moins 13 morts ont été enregistrés lors d'une fusillade survenue samedi dans un bar à Djouba. L'annonce a été faite ce lundi par la police qui précise que cette fusillade a eu lieu dans un bar pendant la retransmission d'un match du championnat anglais de football, commentait Ibrahim Oronam. C'est dans un quartier pauvre dans la périphérie sud-ouest de Djouba que la fusillade s'est produite vers 21 h. Son auteur, un homme furieux et visiblement ivre. Les témoins décrivent la scène. حوالي 7:45 دقيقة يعني 8 إلا أنا كنت برا أصلا لما جيت. Il y a des coups de feu. Je me suis mis au sol. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Des gens tentaient de sortir en courant. Je me suis levé, mais je ne trouvais personne. J'ai vu des gens par terre, peut-être 6 personnes. J'étais la 7e. Je suis sorti et j'ai marché sur quelqu'un. Il n'a pas bougé. Quand il n'a pas réagi, je savais qu'on lui avait tiré dessus. Je suis sorti et j'ai vu d'autres personnes au sol. أنا السابع بتاعهم مركت أنا فصت زول هناك أنا لما فصته ما عمل حركة. Il y a déjà eu des problèmes avec le générateur par le passé. J'ai vu quelqu'un au sol devant la porte. J'ai couru vers les kiosques là-bas et j'ai vu quelqu'un d'autre gisant au sol. Selon les informations données par la police et recueillies par l'AFP et l'agence France Presse, l'homme aurait été empêché d'entrer dans le bar par le gérant pour n'avoir pas payé le droit d'entrée. La vérité, c'est qu'il est arrivé derrière le club et a ouvert le feu sur les gens qui regardaient le foot. Il a tué 7 personnes du coup, puis nous avons emmené les autres à l'hôpital où le nombre de victimes est passé à 11. Il y a 8 blessés. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé. L'homme est parvenu à s'enfuir, mais une enquête conduite par la police est actuellement en cours pour le retrouver. Nos agents de sécurité et l'armée sont à la recherche de ce criminel. Ce qu'il a fait est inadmissible et on ne va pas le laisser s'échapper. Nous devons retrouver ce criminel pour l'amener devant la justice et que nos citoyens sachent que le gouvernement travaille dur. On ne restera pas les bras croisés. On va retrouver ce criminel qui a fait ça. Depuis le début de la guerre civile il y a 3 ans, l'insécurité dans la capitale sud-soudanaise s'est accentuée. Milices armées et gangs criminels sont toujours présents dans la ville. Allons aux États-Unis où ce 8 novembre, les électeurs américains qui n'ont pas voté par anticipation se sont rendus aux urnes pour faire de la démocrate Hillary Clinton la première femme présidente des États-Unis ou donner les clés de la Maison-Blanche au républicain populiste milliardaire Donald Trump. Reportage Frégis Serron. À Washington comme à New York et dans bien d'autres États, les électeurs américains ont voté pour désigner les futurs dirigeants de leur exécutif. Cette journée met un terme à une longue campagne qui a divisé les États-Unis et le résultat de cette élection est attendu avec crainte dans le monde entier car les deux candidats au poste de président des États-Unis d'Amérique ont des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. J'ai voté pour le Parti libertaire, je ne trouvais pas qu'Hillary et Donald étaient les meilleurs, mais j'espère qu'après aujourd'hui, on aura quelqu'un de qualifié pour le poste. J'ai voté pour Donald Trump. On a besoin de changement. Le Parti démocrate n'a rien fait pour nous, même si j'ai voté 2 fois pour eux. Je suis très déçu par eux. J'ai voté pour Hillary, je trouve qu'elle est qualifiée. Je trouve qu'elle a fait plein de choses et c'est une femme super. Je ne vote pas pour elle, seulement parce qu'elle est une femme, mais pour ce qu'elle dit. Alors que son colistier et candidat à la vice-présidence américaine, Tim Kaine, a voté dans son fief de Richmond en Virginie, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Hillary Clinton a voté peu après 13h GMT dans une école près de son domicile de Chappaqua dans l'État de New York. Je sais que cela implique beaucoup de responsabilités et tellement de gens comptent sur le résultat de cette élection, ce que cela signifie pour notre pays et je ferai de mon mieux si j'ai la chance de gagner aujourd'hui. Le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, quant à lui, a voté peu après 16h GMT dans un bureau de vote à Manhattan où il a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de huées.
Les Américains ont également voté pour le Congrès et divers référendums locaux. Intéressons-nous à présent au processus du scrutin aux États-Unis où le mode d'élection est bien particulier. Commentaire. Élection la plus suivie au monde, le scrutin présidentiel américain repose sur le principe des grands électeurs. Leur nombre varie d'un État des USA à un autre en fonction de la taille des populations. 55 en Californie, ces grands électeurs sont moins nombreux en Floride, où ils ne sont que 29, tandis que le Vermont, l'Alaska et le Delaware n'en possèdent que 3. Le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés dans un des 50 États rafle la totalité de ces grands électeurs, sauf dans 2, le Nebraska et le Maine, où ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle. 270 grands électeurs sur les 538 que comptent les États-Unis d'Amérique sont alors nécessaires pour devenir président des USA. Ces grands électeurs désigneront le 19 décembre prochain celui ou celle qui sera élu ce 8 novembre président ou présidente des USA et le 20 janvier 2017, il ou elle entrera en fonction. Direction la Russie, Agence mondiale antidopage, Comité national du Parti démocrate américain ou encore le géant du web Yahoo, les coups d'éclat réels ou présumés des hackers russes se multiplient ces derniers mois, souvent accusés de travailler pour le Kremlin. Propulsés au rang de meilleurs hackers du monde, les cyberpirates russes opèrent avant tout en Russie, un phénomène qui inquiète à Moscou. Reportage. Dans son atelier à l'est d'Alep, Abou Rahmo crée un générateur d'un autre genre. Il soude une dynamo de voiture à l'arrière d'un vieux vélo pour charger des batteries. Après une première démonstration chez le client, il vend son invention pour une vingtaine d'euros. Nous n'avons pas d'électricité et pas de générateur électrique. Je suis mécanicien, alors je prends la dynamo de ma voiture et je la mets sur un vélo pour charger une batterie qui éclaire des lampes à LED. Si je trouve un onduleur et si la batterie est pleine, je peux fournir assez d'électricité pour une machine à laver. Depuis juillet, les 250 000 habitants des quartiers est d'Alep, tenus par les rebelles, sont assiégés par les forces du régime de Bachar al-Assad. L'approvisionnement en nourriture, diesel ou aide humanitaire est devenu impossible après déjà plus de 5 ans de guerre. Pour survivre, c'est la débrouille. Khaled Kourdia a trouvé un moyen de remplacer les bouteilles de gaz pour son four. Nous avons été forcés de revenir à l'ère préhistorique. Nous récupérons des jerrycans d'huile vide, creusons un trou dedans pour installer un ventilateur qui dirige le feu dans une certaine direction. Ça permet d'économiser du bois et d'avoir un feu un peu plus fort. À quelques rues de là, Amir compense les prix élevés de la nourriture par un jardin sur son toit, fait de boîtes en polystyrène. Le prix du sucre a été multiplié par 10 et les légumes coûtent au moins 5 fois plus cher qu'avant le siège. J'ai acheté des graines et les ai plantées sur le toit de ma maison. J'élève aussi des poulets. Aujourd'hui, j'ai du persil et des radis et bientôt j'aurai aussi des épinards et des blettes. Alep a été ravagé par la guerre qui a fait plus de 300 000 morts et déplacé la moitié de la population. Et sans solution en vue, ses habitants assiégés et épuisés vont devoir trouver de nouveaux stratagèmes pour survivre. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur la Syrie où les Syriens se battent pour survivre dans ce pays. Direction la Russie, Agence mondiale antidopage, Comité national du Parti démocrate américain ou encore le géant du web Yahoo, les coups d'éclat réels au présume des hackers russes se multiplient ces derniers mois. Souvent accusés de travailler pour le Kremlin, propulsés au rang de meilleurs hackers du monde, les cyberpirates russes opèrent avant tout en Russie, un phénomène qui inquiète à Moscou. Reportage. À Moscou, un séminaire consacré à la cybercriminalité. Experts en tout genre échangent leurs points de vue et évoquent la récente notoriété internationale des hackers russes. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers. Roman Dobrokotov n'est pas du même avis.
Cet ancien militant de l'opposition affirme avoir subi plusieurs attaques de hackers depuis 2014, des attaques qu'il attribue au Kremlin. Cela fait partie de la guerre de propagande dont l'objectif est de jeter le discrédit sur les sources. Ces sources grâce auxquelles la société russe apprend l'existence de liens criminels et de cas de corruption au sein des autorités russes. Et si on regarde qui sont ces cibles, il n'y a que le gouvernement russe pour s'intéresser à elles, personne d'autre. La principale activité des hackers reste le crime financier. D'après la Banque centrale russe, le nombre d'attaques de ce genre contre les entreprises, banques et particuliers a augmenté en Russie de 120% ces 3 dernières années. Je ne parlerai pas de hackers russes, mais plutôt de gens qui parlent russe et qui ont été formés par le système soviétique d'enseignement. Tous ces gens sont très inventifs, y compris malheureusement dans le domaine de la fraude. Yuri Namesnikov travaille depuis 7 ans chez Kaspersky, le géant russe de la cybersécurité. La multinationale évalue à 720 millions d'euros le montant minimum dérobé par les hackers russophones sur la planète entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, ils se manifestent de plus en plus sur le marché international. On voit comment les hackers russes collaborent avec les Brésiliens, les Chinois et les Européens. Les hackers n'ont pas de frontières. Pour les arrêter, on a besoin d'une coopération étroite entre les États. D'après Kaspersky, la lutte globale contre ce phénomène est encore balbutiante, ce qui fait le bonheur de tous les hackers, qu'ils soient russes ou pas. Ainsi s'achève cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Agréable soirée à tous.